Chapitre 12. Le rêve de Mélusine. 24-30 juin 2013. Ginny accompagna Harry pour assister à la troisième tâche, de même que Bill était aux côtés de Fleur. En effet, toutes les personnalités avaient pu venir avec leurs conjoints pour assister à la dernière manifestation du tournoi des trois sorciers qui devait se clore par un bal. Les deux Weasley étaient absolument ravis de cette aubaine. Malgré l'apport indéniable des pansignes de presse, suivre l'épreuve en direct leur semblait bien plus excitant. À leur arrivée, ils furent guidés vers les jardins, puis rejoignirent une pinède par les arches de direction. Contrairement à l'Angleterre, où le timide soleil n'arrivait pas à réchauffer l'atmosphère, l'air était doux dans le sud de la France, et l'odeur des pins dépaysait les invités. Ils furent installés dans une sorte de clairière, sur des gradins en bois. Au centre de l'espace dégagé, il y avait un amas de rocs sombres. Au bout d'un moment, Harry remarqua un mouvement régulier qui faisait frémir ces rochers. « C'est un être vivant, » affirma-t-il à Ginny. « Ça respire. »« Tu crois ?»« Ah oui, tu as raison, » convint-elle après avoir examiné la forme avec attention. « Qu'est-ce que c'est à ton avis ?»« Aucune idée. Dommage que Charlie ne soit pas là, » plaisanta Harry. Il l'aurait peut-être identifié. Bill le surprit en affirmant. « Je pense savoir ce que c'est. »« Et c'est ?» l'interrogea sa sœur. « Tu vois ce qui ressemble à des striures ? Ce sont des cheveux, et en bas, il y a des écailles. »« Mais oui !» s'exclama Fleur. « Quelle bonne idée !»« Quelle idée ?» demanda Harry. La Française se tourna vers son époux, qui lui fit un clin d'œil. « Vous verrez bien, » sourit Bill. « Je vous ai donné assez d'indices. » Harry et Ginny se regardèrent perplexes. « Fleur trouve que c'est une bonne idée. Ça doit donc être spécifiquement français, » résuma Ginny. « Et ça a des cheveux et des écailles. »« Un dragon chevelu ?» demanda Harry, qui n'avait jamais brillé en créature magique. « Ah, bien sûr !» s'exclama finalement Ginny. « Oh, je me demande ce que cela va donner. »« Tu as trouvé ? » ?»« C'est quoi ?» questionna Harry. « Tu verras bien, » fit Ginny d'un air mutin. « Pfff, quelle famille !» feignit de s'indigner Harry. « Des problèmes, Harry ?» demanda une voix rocailleuse. Les explications données et les salutations terminées, Harry se réjouit de l'arrivée de Victor. Au moins, il ne serait plus le seul à ne pas savoir ce qui reposait au centre de la clairière. Un autre Anglais se joignit à eux, le brave Hagrid, qui lui aussi avait été convié pour la clôture du tournoi. « C'est une belle idée, hein ?» remarqua-t-il, en montrant la forme mystère. « Oui, tout à fait, » répondit Harry. « Je suis certain que vous pouvez m'en apprendre beaucoup à ce sujet. » Ginny ouvrit la bouche pour prier le demi-géant de ne pas vendre la mèche, quand Hagrid se détourna d'eux. Les juges arrivaient et prenaient place derrière la table qui leur était réservée. À partir du moment où Olympe était entré dans son champ de vision, toutes les facultés d'attention de Hagrid étaient désormais mobilisées, et Harry dut renoncer à en savoir davantage. « Bienvenue à tous pour la dernière épreuve du 110e tournoi des trois sorciers », psalmodia la directrice de Beauxbatons. « Pour cette dernière épreuve, nous jugerons les champions sur leur imagination, la beauté de leur magie et leur capacité à rêver. » Les spectateurs se regardèrent avec étonnement. Les critères énoncés étaient assez inusités dans le cadre de ce tournoi, connu davantage pour sa dangerosité que pour sa poésie. « Une fée est endormie au cœur de cette clairière, » continua madame Maxime. « C'est la célèbre Mélusine, qui a vécu longuement à quelques centaines de kilomètres d'ici. Pour la mettre dans de bonnes dispositions, les candidats devront métamorphoser les pierres qui leur ont été données selon la forme qui leur semblera la plus adéquate. Ensuite, ils pourront lui adresser un vœu. Il leur a été demandé de réfléchir à ce qui apporterait le plus de bonheur ou de progrès à la communauté sorcière. Ils seront notés non seulement sur ce qu'ils auront choisi pour s'attirer les faveurs de Mélusine, mais aussi sur ce qu'ils décideront de lui demander. Pendant que le public assimilait les règles de l'épreuve du jour, les trois champions s'avancèrent
vers la forme immobile, un panier rempli de pierres à la main. En silence, ils s'inclinèrent devant la fée, puis posèrent leur fardeau et sortirent leurs baguettes. « Ce n'est pas la vraie fée, si ?» s'enquit Harry auprès de Ginny, qu'il savait plus qu'aller que lui en créatures magiques étrangères, du fait des recherches qu'elle avait faites pour son musée. « Je ne pense pas. Cela fait des siècles que nul ne l'a vue. » Désormais, les trois jeunes gens disposaient leurs pavés. Le Français, Sébastien, les mit en tas devant lui, à quelques pas de Mélusine. Un peu plus loin, Hope, qui défendait les couleurs de l'Angleterre, en faisait autant. Mais elle fit un tas plus haut, avant d'éparpiller quelques-uns de ces cailloux autour de son édifice. Batoura, le Bulgare, les dispersa en un cercle large autour de la forme endormie. Une fois leurs pièces en place, ils se mirent à les enchanter. Sébastien créa un coffre qu'il remplit de pièces d'or, de pierres précieuses, de bijoux et de vaisselle en métal précieux. Il avait manifestement estimé qu'un trésor était propre à séduire la fée. Hope mit plus de temps à élaborer sa métamorphose, et Hagrid fut le premier à comprendre. « C'est Poudlard !» s'exclama-t-il. « Elle est en train de représenter Poudlard !» Effectivement, sous sa baguette, prenaient peu à peu forme les contours majestueux du château, où les Britanniques étaient initiés à la magie. On reconnaissait les créneaux de la tour d'astronomie, les toits étagés, la tour de Gryffondor et la voûte de la grande salle. Elle n'oublia pas de représenter également les serres et autres dépendances qui entouraient la bâtisse principale. « On voit ma maison !» se réjouit encore le géant. « C'est une brave petite. J'espère qu'elle va gagner. » Il était plus difficile de comprendre ce que faisait Batoura. Il passait d'une de ces pierres à l'autre, agitant sa baguette, jetant des sortilèges qui semblaient requérir toute sa concentration. Les autres avaient terminé depuis longtemps, avant qu'on puisse discerner ce qu'il était en train d'élaborer. « Il fait des buissons ?» s'étonna Harry. « Il y a des choses dessus », crut apercevoir Ginny. « Des fleurs ?» fit Fleur les yeux plissés. « Oui, et des oiseaux », compléta son mari. Il fallut encore plusieurs secondes avant que l'étendue de la création du Bulgare ne devienne évidente pour le public. Peu à peu, les fleurs créées sur les buissons fleurirent, et la douce fragrance du clérodendron leur parvint, ainsi que les trilles de rossignols et d'autres oiseaux que Harry ne sut identifier. « Il est fort !» souffla Victor. « Carrément !» reconnut Harry. « Ces métamorphoses sont vraiment brillantes. » Des murmures d'émerveillement s'élevèrent de la foule. Même Hope et Sébastien ne purent cacher leur admiration. La forme endormie eut un frémissement, et l'attention de tous se porta dans sa direction. La silhouette sembla se dérouler. Une tête et un buste gracile, drapé dans de longs cheveux, émergèrent lentement. Le bas du corps s'étirait en une queue de serpent étirée, dont les écailles bruissaient en se frottant les unes contre les autres. Une fois qu'elle se fut redressée, la fée ouvrit les yeux et dévisagea les trois candidats qui s'étaient rassemblés devant elle. Ils s'inclinèrent avec respect. Elle se tourna alors vers Sébastien, qui lui dédia son offrande d'un geste. Elle observa l'amas de richesses, rampa vers l'or qu'elle fit rouler entre ses doigts et sourit. « Les fées aiment les trésors, » apprécia-t-elle. « Merci, généreux Français. » Elle regarda ensuite Hope, qui la salua de nouveau en lui désignant la réplique de Poudlard. La fée avança en reptant sur les anneaux de sa queue pour admirer de près la maquette. Elle caressa les bâtiments du bout des doigts et hocha la tête avec approbation. « Tu t'es rappelé que j'étais bâtisseuse et que j'aime voir les belles constructions. Cela me plaît, petite Anglaise. Merci. » Enfin, elle porta son attention vers Batoura. Le Bulgare se contenta d'un simple signe de tête, avant de présenter les plantations qu'il avait ajoutées à la clairière. Le chant des oiseaux redoubla, et la fée huma l'air embaumé avec ravissement. « Tu as la beauté en toi, » affirma-t-elle d'un ton rêveur. « La richesse se dépense, les bâtiments s'érodent, mais la beauté reste dans les cœurs. Tu seras le premier
à exprimer ton vœu. Batoura resta impassible, sans montrer aucun signe d'exultation sous le compliment. Il s'éclaircit la gorge et prononça d'une voix forte. « Je sollicite de votre bonté l'édification d'une bibliothèque universelle qui donnerait accès à tous les livres écrits, dans toutes les langues et de tous les temps. Ainsi, aucune connaissance ne serait perdue, et le progrès pourrait s'édifier sur ce que les chercheurs, savants et aventuriers ont compilé les siècles précédents. » La fée resta un moment songeuse avant de faire remarquer. « Toutes les connaissances ne sont pas bonnes à être connues. Ne crains-tu pas que certaines découvertes apportent la discorde et la destruction ? L'ignorance en apporte également, soutint Batoura. La connaissance des arts noirs peut être utilisée à des fins immorales, mais elle permet à ceux qui ont des principes de concevoir des moyens de défense et de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est un vœu digne de toi, jeune Bulgare. Je vais y songer. » Elle détourna son attention vers Hope, qui déglutit nerveusement. « À toi, jeune fille, de me dire ce que tu attends de moi. J'aimerais que vous donniez la panacée à l'humanité, cette plante capable de guérir toutes les maladies mortelles ou invalidantes. »« Voudrais-tu éloigner la mort ?» demanda Mélusine. « Non, elle fait partie du cycle de la vie. Simplement éteindre la souffrance et permettre à chacun d'aller au bout de son temps. Tu es sage dans ta formulation. Je vais y songer. » C'était désormais au tour de Sébastien, qui demanda avec assurance. « Je voudrais que la loi de Gamp puisse être contournée et que chacun, même pauvre, soit assuré de pouvoir se nourrir en utilisant n'importe quel caillou. Qu'adviendrait-il de vous si vous n'aviez plus besoin de travailler pour vous nourrir ?» opposa la fée. « Ne penses-tu point que cela encouragerait la paresse ? Ceux qui se contentent de gagner juste de quoi se remplir le ventre sont peu nombreux, » assura le Français. « Quant à ceux qui y sont réduits, ce sont les plus exploités et les plus fragiles. Ils auraient une vie plus belle, plus humaine, si leur esprit était libéré de l'obsession de trouver de quoi manger et nourrir leurs enfants. Ton cœur est généreux, je vais y songer. » Là-dessus, Mélusine reprit sa place première et s'enroula sur elle-même. Bientôt, on ne distingua plus que ses cheveux et les écailles de sa queue, avant que ces détails ne s'estompent et qu'elle ne se recouvre de mousse verte. Finalement, elle redevint semblable à un rocher. Les métamorphoses des concurrents prirent fin à leur tour, et ils se retrouvèrent entourés de blocs de pierre. Les applaudissements éclatèrent dans le public. « Comment tu as trouvé ?» demanda Harry à Ginny. « C'était très intéressant. Ils sont jeunes, mais assez mûrs, finalement, et talentueux. »« Batoura est plus que brillant, » jugea Harry. « C'est extraordinaire de savoir créer des fleurs odorantes ou des oiseaux qui chantent. Est-ce que cela va être suffisant pour qu'il rattrape les 6 points de retard qu'il a sur Hope ? Ça va être difficile. Par contre, je pense que c'est cuit pour Sébastien. Il a 5 points de moins que Hope et n'a pas spécialement brillé ce soir. »« Batoura a gagné, » estima Krum. « Non seulement il a apporté la preuve qu'il savait manier une magie supérieure, mais il a fait le vœu qui va le plus plaire au jury. » Harry contempla les juges qui griffonnaient sur des parchemins. Il y avait les 3 directeurs d'école qui, effectivement, devaient être particulièrement sensibles à l'intérêt du Bulgare pour la connaissance. Les 3 autres membres du jury, les ministres des sports français et russes, ainsi qu'Adrian Ackerley, étaient des politiques. Étaient-ils plus sensibles à la faim dans le monde, à l'éradication des maladies ou au progrès de la recherche ? Le commandant des Aurores songea qu'ils devaient plutôt espérer que leurs ressortissants gagneraient, ce qui serait bon pour le moral de leur pays et favorable à la popularité de leur ministre. « Tu crois qu'il était intentionnel de la part de Batoura de flatter les directeurs d'école ?» demanda-t-il. « Cela ne m'étonnerait pas, » assura Krum. « Vraiment très mûr, » estima Ginny. Mais son ton était nettement moins admiratif. « Ce ne serait pas dans l'esprit du tournoi, » s'indigna Fleur. « L'astuce fait partie de l'épreuve, » rappela Victor. « Les notes arrivent, » coupa Harry. En effet, les juges rassemblaient leurs papiers
et les firent passer à madame Maxime. Elle fit rapidement les comptes, se leva et annonça. Pour cette épreuve, Hope Kittredge, qui représente Poudlard, obtient 18 points. Les Anglais présents applaudirent avec frénésie. Sébastien Lebeau, pour la France, obtient 17 points. Ovation des élèves de Beaubaton et des officiels français. Batoura Uchnik, représentant la Bulgarie et la Russie, obtient 25 points. Tout le monde applaudit le Bulgare qui avait impressionné l'ensemble du public avec la magnifique métamorphose qu'il avait réussi à produire. Tout comme sous les compliments de Mélusine, il ne montra pas d'émotion, se contentant de saluer en silence. « Il a réussi !» se réjouit Crum. « Nous pouvons maintenant vous annoncer le classement final de ce tournoi, » continua madame Maxime. Elle fit une pause avant de prononcer avec emphase. « Je félicite Batoura Uchnik, vainqueur du 110e tournoi des 3 sorciers. » La famille du Bulgare, venue au grand complet, explosa de joie, tandis que l'assistance reprenait ses applaudissements. Tous s'accordaient, malgré les diverses déceptions nationales, pour reconnaître que le champion méritait sa consécration. Une fois que le jeune homme eut reçu des mains du ministre des Sports français la bourse de 1000 galions qui consacrait traditionnellement la victoire, madame Maxime conclut. Nous félicitons également Hope Kittredge et Sébastien Lebeau pour leurs excellentes prestations. Merci à tous les 3 pour le très beau spectacle que vous nous avez donné. Chacun des pays perdants se mobilisa pour féliciter son ressortissant et les 2 vaincus tentèrent de faire bonne figure pour remercier leur public. Adrian Ackerley se leva, attendant manifestement que les acclamations se calment pour ajouter quelque chose. Quand le silence revint, il annonça en anglais. « Vous le savez, toutes les épreuves auxquelles nous avons assisté ont été enregistrées dans des pancines pour être retransmises en public. Ces représentations n'ont pas uniquement intéressé les pays participants. Elles ont été également suivies par d'autres écoles dans le monde entier. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons fait des émules et que, dès l'année prochaine, un nouveau tournoi va voir le jour, le tournoi des Amériques, qui verra s'affronter les États-Unis, le Pérou et les îles magiques des Caraïbes. « Quelle bonne nouvelle !» s'écria Ginny, pendant que Yordanka traduisait en français, puis en bulgare et en russe. « J'espère qu'ils mettront en valeur leur magie traditionnelle. Ce sera très formateur pour les autres écoles de magie, » appuya Harry. Après un dernier salut, les 3 champions se retirèrent avec le jury et montrèrent le chemin qui menait au bâtiment central où devait se tenir la réception et le bal qui allait clore le tournoi. Harry proposa un détour par l'animalerie, voulant montrer à Ginny la volière des vivets dorés. Fleur, très fière de l'admiration que cela traduisait, décida que Bill ne pouvait pas rater ce spectacle. Victor et Yordanka leur emboîtèrent le pas, désirant revoir cette merveille. Ils apprécièrent tous la promenade. Si le bal de Noël du tournoi, dont il avait été le champion, avait été un calvaire pour Harry, il trouva celui-ci très à son goût. Pour commencer, il appréciait maintenant la cuisine raffinée, qui avait cours de ce côté-là de la Manche, bouillabaisse comprise. Après un excellent buffet, un groupe de musiciens vint animer la soirée. Cela commença par des danses traditionnelles, pour faire valser les officiels et les professeurs. Quand on arriva aux rythmes appelant plus de déhanchement et de laisser-aller, la piste fut envahie par les élèves. Harry, que Ginny avait entraîné contre son gré pour une danse, revint dignement prendre un rafraîchissement. Il fut rejoint par madame Maxime, qui leur demanda s'ils appréciaient leur soirée. « Beaucoup », assura Harry. « Tout est très réussi. Ça a dû représenter beaucoup de travail. » Effectivement, mais les résultats sont très gratifiants. Les 3 écoles sont désormais en négociation pour des échanges d'étudiants réguliers. « Vraiment ?» se réjouit Harry. « C'est une excellente idée !» renchérit Ginny. Le directeur de Durmstrang avait des réserves, leur confia madame Maxime en baissant la voix. Je pense que nous devons la réussite de cette négociation à Adrian. Enfin, je veux dire, Mr. Ackerley. C'est lui qui a négocié ? S'étonna Harry. Le professeur Brocklehurst et moi-même avons reçu le soutien de nos ministères dès le début.
Mais le professeur Razkazvach nous a informé que les ministres de la magie russe et bulgare allaient faire obstruction. Heureusement, votre secrétaire aux relations internationales a parlé aux bonnes personnes, et les ministres ont finalement donné leur accord. Adrian est terriblement efficace, confirma Ginny, qui avait profité de ses bons offices quand elle avait fait un tour du monde pour récupérer des pièces pour son musée. En attendant, cela va vous faire du bien d'être en vacances, remarqua Harry. Oui, j'ai hâte que l'année se termine. Allez-vous partir demanda Ginny. Hagrid et moi allons nous reposer en Bretagne. Nous allons dans le domaine de Brocéliande. Je me réjouis à l'idée des longues promenades en forêt que nous allons faire. L'endroit idéal pour récupérer après une année scolaire intense, sourit Ginny. On pourrait y dormir des siècles. Effectivement, ce n'est pas la première fois que nous choisissons cette destination. Elle nous convient bien à tous les deux. Ce doit être difficile pour Hagrid et vous de vivre séparés la plupart du temps, fit remarquer Ginny. Ne songez-vous pas à vivre dans le même pays? Madame Maxime sourit. J'aime énormément Hagrid, et il m'apporte des choses qu'aucun autre homme ne m'a jamais apportées, assura-t-elle. Mais il faut voir la réalité en face. Je ne suis pas prête à abandonner mon poste pour le rejoindre, et je sais pertinemment qu'il serait très malheureux ici. Harry et Ginny ne purent qu'en convenir. C'est une personne merveilleuse, continua madame Maxime, avec un cœur énorme, une générosité, une loyauté et une passion pour les créatures magiques qui font tout son charme. Malheureusement, il lui manque la sophistication qui lui permettrait de trouver en France l'équivalent de son poste de professeur à Poudlard. Pour ces raisons, nous restons tous les deux là où nous avons réussi notre vie. Nous nous voyons le plus possible, et c'est, à mon avis, le meilleur équilibre que nous ne pourrons jamais trouver. Si vous avez réussi à trouver le bonheur comme ça, vous avez bien raison, reconnut Harry. Je pense que nous sommes raisonnablement heureux, affirma la demi-géante. Elle avait dû beaucoup se battre et beaucoup sacrifier pour arriver au poste qu'elle occupait aujourd'hui, réalisa Harry. De son côté, privé du droit d'exercer la magie, considéré comme à peine humain par une partie des sorciers, le poste de professeur obtenu par Hagrid à Poudlard était assez inespéré. Ils étaient sages, tous les deux, de préserver ces acquis, sans pour autant renoncer à leur amour. Leur arrangement, à défaut d'être totalement satisfaisant ou orthodoxe, était un bon compromis. Désirant passer à un sujet de conversation plus léger, Harry se pencha vers son interlocutrice, au niveau de son corsage à vrai dire, vu leur différence de taille, et demanda d'un ton conspirateur. « Fleur affirme qu'il n'y a aucun passage secret ni pièce cachée à Beauxbatons. J'avoue avoir du mal à le croire. Entre nous. Est-ce vrai ?» Madame Maxime éclata de rire. « Mais cher Harry, vous ne changez pas. Vous non plus n'êtes pas transposable en France. Il vous faut des fantômes, du brouillard et des mystères. » Harry eut un sourire confus. Avec le recul, il savait bien que certaines de ses aventures auraient pu être évitées s'il avait songé à demander de l'aide à des adultes pour régler ses problèmes. A posteriori, il plaignait un peu Hermione, qu'il avait toujours suivie par loyauté, bien que persuadé qu'il existait des moyens moins dangereux de faire face à leurs responsabilités. « En fait, vous avez raison, » avoua la directrice. « Il y a des raccourcis que les professeurs utilisent, et des endroits qui ne sont pas accessibles aux élèves. Enfin, en théorie. Tous les 3 ou 4 ans, l'un d'eux se doute de quelque chose et arrive à nous surprendre en train d'utiliser des portes qui ne sont pas signalées et nous les retrouvons dans des pièces où ils n'ont rien à faire. Nous tentons cependant de ne rien y entreposer de dangereux. Nous évitons les créatures magiques interdites, par exemple. » Harry songea qu'il avait non seulement eu accès à un des secrets de Beauxbatons, mais aussi mis le doigt sur un sujet de discorde probable entre la directrice française et son amoureux. L'une des créatures magiques les plus dangereuses que j'ai eu à affronter était le dragon qui m'a été opposé pendant le tournoi des 3 sorciers, opposa-t-il pour défendre son école. Elle haussa les sourcils sans répondre. « C'est vrai, » admit Harry. « Les copines à 8 pattes de Hagrid dans la forêt interdite sont un peu carnivores. » Madame Maxime eut un petit sourire. Ginny lui donna un coup de coude dans les côtes. «
On avait aussi un animal très dangereux dans les sous-sols, reconnut-il encore. Certains qu'Olympe avaient été mis au courant par Hagrid, mais le professeur Dumbledore l'ignorait et aurait fait le nécessaire s'il l'avait su. Je peux vous assurer que nous n'avons pas de créatures ignorées dans nos murs, martela madame Maxime d'une voix sans appel. Nous avons des contrôles réguliers des bâtiments par le ministère pour éviter toute surprise. Impressionnant, exprima diplomatiquement Harry. Madame Maxime éclata de rire, sans montrer de rancune devant autant de mauvaise foi. Sauvons-nous quelques instants, les invita-t-elle. Je vais vous faire visiter mon jardin secret. Elle se dirigea vers la sortie de la salle, suivie par le couple Potter, qui échangea un regard empli de curiosité. Ils passèrent plusieurs arches qui les amenèrent près du bureau de la directrice. Dans le couloir, ils s'arrêtèrent devant une tapisserie qui représentait une dame, assise dans un champ fleuri, devant une tente conique, flanquée d'une licorne et d'un lion. « Bonne nuit, dame Hermine, fit aimablement madame Maxime. Je vous présente Harry Potter et son épouse Ginny, qui nous viennent d'Angleterre. Je suis honorée, les salua la dame de la tapisserie. Voulez-vous passer, cher Olympe? Si cela ne vous dérange pas. Mais c'est un plaisir. À ces mots, elle s'écarta et les invita d'un geste à pénétrer dans la tente. Les 3 sorciers avancèrent, et sans surprise pour Harry et Ginny, rompus au passage magique, ils se trouvèrent à fouler le tapis fleuri, passèrent entre les animaux fantastiques, et enfin pénétrèrent dans l'édifice de toile. Après quelques pas dans la pénombre, ils débouchèrent dans une vraie prairie, elle aussi couverte de fleurs multicolores, au centre de laquelle se dressait une serre. Cette vue arracha un soupir de ravissement au Potter. Elle contenait des plantes tropicales multicolores, entre lesquelles voletaient des oiseaux de paradis. « C'est magnifique !» souffla Ginny, en se penchant sur une corolle écarlate pour en humer le nectar capiteux. « Oh, ça pousse pratiquement tout seul !» indiqua modestement madame Maxime, en redressant une orchidée. « La professeure Chourave donnerait beaucoup pour voir ça, » jugea Harry. « Oh, mais je l'ai déjà invitée ici. Nous avons échangé quelques espèces rares, » l'informa la directrice. « Et Hagrid a aussi participé. » Elle désigna une direction, et après quelques secondes de recherche, l'attention de Harry fut attirée par des petites silhouettes qui se faufilaient entre les lianes. « Des beaux trucs » s'exclama-t-il surpris. « Oui, j'aime avoir de la vie ici. Hagrid me procure aussi du crottin de licorne et de son brale. Cela fait merveille pour les plantations. »« Je l'ignorais, » avoua Ginny. C'est à regret qu'ils s'arrachèrent à leur contemplation pour rejoindre la fête qui battait toujours son plein. Harry procéda à une dernière tournée diplomatique, fit ses adieux aux Crums en leur promettant de les revoir bientôt, puis utilisa le porte-au-loin qui lui avait été attribué pour rentrer chez lui avec son épouse. Le dimanche suivant, au terrier, la conversation roula assez naturellement sur le tournoi des 3 sorciers. C'était vraiment très réussi, jugea Molly, qui avait été voir toutes les retransmissions. Je suis un peu déçue pour Hope, mais Bathura est un grand sorcier. Il mérite sa victoire. C'est le résumé de ce que pensent tous les sorciers britanniques, sourit Ron. Les séances de Pansine ont-elles été très suivies, sans qui Audrey? On a dû rajouter des séances supplémentaires, confirma George. Cette première utilisation des merveilles a suscité beaucoup de curiosité. Les gens ont adoré. Grand succès auprès des journalistes également, ajouta Ron. Ils veulent généraliser cette manière de restituer leur reportage. Bienvenue dans l'ère de l'audiovisuel, commenta Audrey, avec un petit sourire. Maintenant que les Pansines sont mieux connues du grand public, va-t-on en commercialiser? S'enquit Harry. Ça ne va pas, protesta Ron. Tu imagines que tout le monde puisse mettre ses souvenirs privés dans une pansine et les montrer à n'importe qui? J'oserais plus me déshabiller devant personne. Quel dommage. J'aimerais tellement voir ça dans la pansine de quelqu'un d'autre, susurra Hermione, amenant un sourire sur les lèvres des membres de la famille. Je peux t'arranger ça, proposa Harry, générant les rires. Je pense qu'il est maintenant clair pour tout le monde que la généralisation des pansines est une mauvaise idée, insista Hermione en reprenant son sérieux. Ce serait ouvrir la voie à toutes sortes de chantage et de malveillance.
Harry songea à celle qui dormait derrière ses vieilles robes, mais se borna à un simple. « Tu as raison, comme toujours. » Au regard que lui lança Ginny, il comprit qu'il était prié, dès leur retour à la maison, d'ajouter un sortilège de protection sur leurs précieux artefacts. Les souvenirs de Dumbledore et de Rogue n'étaient pas à mettre entre toutes les mains. Au ministère, nous sommes en train de plancher sur une réglementation de l'utilisation des pansines, reprit Hermione. Pour commencer, la législation qui en limite la détention par les particuliers et en impose la déclaration auprès du ministère reste d'actualité. Oups, fit Harry. Tu en as une? Demanda Angelina. Même Ron et Hermione le regardèrent avec surprise. Il réalisa qu'il ne leur en avait jamais parlé, tant les images qu'elle contenait étaient de nature privée. Un héritage, expliqua-t-il. J'ignorais que je devais la déclarer. Tu ne vas pas me dénoncer, hein, ajouta-t-il en direction de sa belle-sœur. Désolé, mais la loi est la loi. Je vous informe que vous êtes convoqué, demain 8 heures précises, dans le bureau du commandant des Aurores, lui signifia Angelina d'un ton sévère. Ne le faites pas attendre, il n'est pas de bonne humeur le matin. Pardon? S'insurgea Harry, déclenchant des ricanements. Pour en revenir aux pansines de presse, continua Hermione imperturbable, leur usage sera réglementé pour que la vie privée des personnes soit protégée, sans pour autant empiéter sur le droit à l'information. Difficile équilibre, estima Percy. La règle sera qu'on ne doit pas diffuser des images privées ou de lieux privés sans l'accord des intéressés, sauf si c'est indispensable pour apporter la preuve d'une information importante. Qui jugera ce qui est suffisamment important pour justifier l'usage d'une image privée? Demanda Arthur. Une commission paritaire constituée de membres du Majeur Magot et de journalistes, l'informa Hermione. On pourra la saisir si on s'estime mise à mal par une diffusion par pansine. Si l'abus est avéré, le plaignant sera indemnisé. En cas de mauvaise foi de la part du journaliste, celui-ci pourra être condamné à verser une amende, ainsi que le journal qui l'emploie. En cas de récidive, cela pourra aller jusqu'à l'interdiction d'exercer. Mais les conditions pour prononcer une telle condamnation seront draconiennes. Il ne faut pas qu'on s'en serve pour museler la presse, conclut-elle. Ça ne va pas être évident, soupira Angelina, anticipant sans doute les difficultés à mettre la nouvelle législation en pratique. On s'en sort plus ou moins dans le monde moldu, assura Audrey. Ils ont Rita Skeeter chez les moldus? Interrogea Ginny, visiblement pas convaincue. Ils ont pire, garantit Audrey. C'est censé nous rassurer? Interrogea Bill. Eh bien, hésita Audrey, il faut reconnaître que de notre côté, les mentalités ont évolué et que notre perception de ce qu'il est convenable ou non de montrer est devenue de plus en plus permissive. Mais c'est un choix de société. Pendant longtemps, les films moldus étaient tenus par des règles très strictes et la bienséance prévalait sur la liberté artistique. Par exemple, dans les années 50, on ne montrait jamais deux personnes assises sur le même lit, et les scénaristes devaient trouver des images symboliques pour montrer où un couple en était dans sa relation. De toute manière, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, remarqua Molly. Quoi? Demanda-t-elle en voyant l'air dubitatif de sa belle-fille. On ne montre pas tout, quand même. Elle jeta un regard furtif vers la partie de la pièce où jouaient les enfants pour vérifier qu'aucune oreille innocente ne suivait la conversation. C'est plus explicite de nos jours, répondit prudemment Audrey. Arthur, s'indigna Molly, tu ne m'avais pas dit ça? Son mari était toujours féru de technologie moldue et il sortait régulièrement du monde sorcier. Il lui arrivait même d'aller au cinéma, généralement seul ou avec Ron et Hermione, car Molly n'appréciait pas ses sorties. « Tu m'as dit que cela ne t'intéressait pas, ma chérie, opposa-t-il. Nous nous assurons que papa ne voit que des films très convenables, assura Ron très sérieusement. Le regard que sa mère porta sur lui montra qu'elle ne prenait pas ses affirmations pour galion comptant. « Je pense que je préfère rester dans une bienheureuse ignorance, décida-t-elle. Son fils et son mari opinèrent, montrant qu'ils estimaient que c'était l'attitude la plus sage.
Mais Ron, est-ce vraiment une bonne chose, ces pansines? S'inquiéta Molly. Maman, soit nous choisissons de vivre, comme le préconisent magie, Quidditch et tradition, en complète autarcie, ce qui implique de nous couper au maximum du monde moldu et décourager les mariages mixtes qui nous apportent du sang neuf. Soit nous acceptons le brassage culturel et génétique. Pour que ce brassage ne soit pas une assimilation pure et simple, il nous faut nous approprier les trouvailles moldues tout en les mettant en œuvre à notre manière. Mais ces pansines permettent de voir comment vivent d'autres peuples à l'autre bout de la terre, sans quitter l'Angleterre, compléta Ron avec passion. Elles peuvent garder la trace des événements historiques pour que la mémoire ne s'éteigne pas. Avec une de ces pansines de presse, Ginny pourra montrer les rites africains, américains, asiatiques à ses visiteurs et leur donner l'impression d'être allés à la rencontre de tous ces sorciers étrangers. Tu te rends compte de ce que cela peut nous apporter? Je pourrais en avoir une? Demanda avidement Ginny. Attends que les décrets soient sortis et fais une demande, lui répondit Hermione. Je te fais confiance, mon chéri, répondit Molly à son fils. Je sais que tu fais ce qu'il faut. Je fais ce que je crois être le mieux, corrigea Ron d'un ton grave, comme soudainement dégrisé. Seul l'avenir nous dira si c'est nous ou MQT qui avait raison. Tu prends en compte leurs arguments, rappela Hermione, et tu n'es pas tout seul. Si les autres maîtres de guilde te suivent, c'est qu'ils pensent comme toi. Tu ne portes pas seul le poids de l'avenir du monde sorcier sur tes épaules. Je sais, mais c'est lourd quand même, fit mélancoliquement Ron. C'est pour ça qu'on s'y met tous, lui rappela Harry, lui donnant une bourrade. Dis, quand tu étais jeune, tu voulais être à ma place? Qu'en penses-tu maintenant? J'étais très con, reconnut Ron. Pas devant les enfants! Scandèrent les mères de famille. Ron, soupira Molly d'une voix faussement désespérée. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Note de bas de page. La présence de Mélusine est un hommage au secret d'Hermione, la merveilleuse fique de Mystaigne.